Dans cette conjoncture défavorable, le thème de votre rencontre, de notre rencontre, l'Afrique, partenaire leader, sonne assurément comme un pari osé, à moins qu'il ne relève d'un surcroît d'optimisme. Il faut de l'optimisme pour relever les défis. Et nous le savons, ces défis sont nombreux sur le continent. Ils sont d'abord dans la pacification des foyers de tension, car rien n'est possible sans la paix, la sécurité et la stabilité. Et nous verrons que ces foyers de tension sont quelque part entretenus par des facteurs exogènes à l'Afrique. Ce qui rend d'ailleurs la recherche de solutions très difficile pour nous. Avant cette ingérence des forces étrangères, il était facile entre Africains, avec nos institutions, par des sanctions ici et là, des conciliabules, arriver à ramener les gens à la raison. Maintenant, lorsqu'ils s'adossent à des puissances étrangères, puissantes et ayant souvent des mandats, enfin ayant un droit de veto au Conseil de sécurité, vous comprendrez que certains acteurs africains n'en ont cure de ce que peut dire l'Union africaine ou la CEDEAO ou quelque institution africaine que ce soit. Alors tout cela se pose avec acuité au continent. Alors il nous faut, ces défis, j'allais dire, ils sont également dans l'éducation, la formation, dans l'employabilité, dans l'emploi des jeunes, parce qu'il est tout à fait illusoire de croire que nous pourrons tirer profit du dividende démographique sans une jeunesse éduquée, formée et préparée à l'emploi et à la création d'activités génératrices de revenus. Les défis que voilà, quelques-uns, nous renvoient à l'exigence de responsabilité du développement, l'exigence de responsabilité du développement par l'effort national d'abord. Notre développement dépendra d'abord de notre façon de concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques saines, des politiques publiques stables et prévisibles pour inspirer la confiance. Et c'est lorsque la confiance existe que les échanges et les investissements prospèrent, parce que de part et d'autre, les engagements pris sont fiables et respectés. Au demeurant, les performances de l'Afrique sont restées sur une tendance positive pendant plus d'une décennie, avec des taux de croissance régulièrement supérieurs à la croissance mondiale. Mais je n'oublie pas que nos efforts sont aussi bridés par certaines normes de la gouvernance économique et financière mondiale. Je crois que l'expert Jean-Claude Trichet l'a dit tout à l'heure dans sa communication, en parlant de la nécessité pour l'Afrique de favoriser, tel que nous l'avions préconisé également avec le cercle, les économistes et le centre de l'OCDE, mettre en place un mécanisme de stabilisation financière pour l'Afrique, comme l'ensemble des continents du reste. Ce ne serait que justice. La nécessité pour nous face aux injustices, et je reviendrai là-dessus, sur les notations, parfois très arbitraires, d'avoir une agence panafricaine de la notation, la nécessité de développer des écosystèmes de zones économiques spéciales pour la production, mais également la transition énergétique, sur laquelle, vous vous rappelez, il n'y a guère longtemps à Glasgow, lorsqu'un certain nombre de pays avaient de façon unilatérale décidé que toutes les énergies fossiles seraient bannies. Ça fait à peine 6 mois. Et on a vu ce qu'il en est advenu dès le début de la crise en Ukraine. Donc, je pense qu'il faut qu'on nous rende justice sur
des sujets comme la transition énergétique, sur l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique, qui, comme il l'a rappelé aussi, et comme vous le direz tout à l'heure, n'est pas un contributeur essentiel dans le réchauffement climatique, puisque étant un continent sous-industrialisé. Ces règles et normes de la gouvernance économique qui nous pénalisent, je pense notamment aux règles qui pénalisent l'accès des pays africains aux sources de financement du développement. Et nos économies sont à la fois sous-financées et mal financées. Il y a la pénurie et il y a le mauvais financement. Donc c'est quand même énorme. On est sous-financé, on n'a pas assez de financement pour notre développement et le financement est très cher, il est très mal ficelé. D'une part, des règles et procédures rigides entravent l'accès des pays africains à des prêts consistants qui soient de longue durée et à des conditions soutenables. D'autre part, nous continuons de payer des taux d'intérêt trop élevés à cause d'un système inéquitable d'évaluation du risque d'investissement en Afrique. Ainsi, en 2020, alors que toutes les économies subissaient les effets de la Covid-19, 18 des 32 pays africains notés, 18 sur 32, par au moins une des grandes agences d'évaluation, ont vu leur notation dégradée. Alors, ceci représente 56% de notation dégradée pour les pays africains contre une moyenne mondiale de 31% dans la période. En outre, des études ont montré qu'au moins 20% des critères de notation des pays africains relèvent de facteurs plutôt subjectifs d'ordre culturel ou linguistique, donc des facteurs sans lien avec les paramètres qui jaugent de la stabilité d'une économie. La conséquence directe, c'est que la perception du risque d'investissement en Afrique reste toujours plus élevée que le risque réel. Nous nous retrouvons ainsi à payer plus qu'il ne faut les primes d'assurance, ce qui renchérit le crédit accordé à nos pays et naturellement pénalise la compétitivité de nos économies. Donc il y a une logique qui est derrière cette réalité économique de l'Afrique. Et voilà pourquoi j'ai souhaité, avec le soutien de la Commission de l'Union africaine, que nous engagions un échange avec nos partenaires de l'OCDE pour trouver une solution concertée à l'accès de nos pays au crédit. En plus, c'est dans leur intérêt, parce qu'il s'agit de favoriser plus de crédit export des pays industrialisés. Ils ont besoin de faire de la croissance externe. Nous avons besoin d'acheter des biens et des services. Je pense qu'entre ces deux, cette offre et cette demande, le dialogue doit pouvoir s'établir. Et je compte beaucoup sur le centre de développement de l'OCDE.